bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Festival Images et Santé. On est pile poil à la moitié, c'est la 7e émission sur 14 et ce soir, je vous propose d'aborder un thème qui est longtemps resté tabou, une maladie méconnue, souvent minimisée, avec pourtant des conséquences bien réelles sur la vie des femmes, sur leur fertilité, sur leur sexualité, sur leur mental aussi. Cette maladie, c'est l'endométriose, elle touche une femme sur 10. Alors, comment est-ce qu'elle évolue dans le corps? Quels sont les traitements qui existent? Comment soulager la douleur? Mais avant, je vous propose de regarder cet extrait de l'émission Matière grise pour comprendre ce qu'est exactement l'endométriose d'un point de vue anatomique. Et professeur Nisol, vous allez vous reconnaître dans la vidéo. Pour bien comprendre cette maladie, un rappel anatomique s'impose. L'endomètre est la couche qui tapisse la paroi interne de l'utérus. L'endomètre, sous l'influence des hormones, va s'épaissir progressivement au cours du cycle pour permettre à l'embryon de s'implanter. En l'absence de grossesse, nous observons une chute hormonale qui va provoquer l'élimination de cette couche d'endomètre, c'est ce qu'on appelle les règles. Quand une femme souffre d'endométriose, une partie des cellules de l'endomètre migre hors de l'utérus. Au lieu d'être évacuée lors des règles, elle remonte dans le corps et se loge sur d'autres organes. L'endométriose est une pathologie hormonodépendante, c'est-à-dire que comme l'endomètre, les lésions vont saigner à chaque règle. En clair, si les foyers de la maladie sont sur la vessie, la femme aura mal quand elle urine. Si elles sont sur le rectum, elle aura mal quand elle va à selle. Et si elles sont sur le vagin, elle aura mal lors des rapports sexuels. Voilà, des explications bien nécessaires. Et pour aborder ce deuxième volet de l'émission, vous l'avez vu, on a accueilli en plateau un autre médecin, le docteur Pierre-Arnaud Gaudin. Vous êtes gynécologue au CHC Montélégiat, directeur et fondateur du Centre liégeois d'endométriose. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et puis, bienvenue aussi à Pierre Van Vlodorp. Vous êtes nutrithérapeute et on verra avec vous quelles pistes envisager pour soulager cette douleur. Vous nous parlerez notamment des vertus de l'alimentation anti-inflammatoire. Merci aussi d'être avec nous ce soir. Alors, je me tourne vers le nutrithérapeute que vous êtes, Laura, qui a pris 7 kilos à cause de sa ménopause artificielle. Est-ce qu'il y aurait des conseils pour l'aider peut-être? Oui, ça, on en voit tous les jours en consultation. Et en plus, si on va plus loin, le surpoids augmente encore l'imprégnation œstrogénique parce que le tissu gras peut libérer une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Donc ça augmente encore la quantité d'hormones. Donc quand on a des patients qui souffrent d'endométriose et qui sont en surpoids, on les aide à perdre cet excédent de tissu gras. Et nous, notre approche est surtout sur l'alimentation. Comme on a vu que c'est une maladie inflammatoire, on a dans l'alimentation des précurseurs de prostaglandines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Et les douleurs viennent de prostaglandines et de leucotriènes. Et on peut les moduler en fonction de comment on mange. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut, et d'ailleurs ici, par rapport au Covid, les gens meurent d'une inflammation excessive. Et on voit que si on a une alimentation plus anti-inflammatoire, on peut aider le corps à ne pas générer autant ces médiateurs. Et c'est pour ça qu'avec les patients, on leur donne des listes d'aliments pro-inflammatoires, d'aliments anti-inflammatoires, et obligé de constater tous les jours en consultation que la majorité des gens, ils ne le savent pas et ils mangent une alimentation assez pro-inflammatoire. Alors en résumé, c'est simplement des fois le choix des huiles. Il y en a qui cuisinent, ils mettent dans leur salade de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, c'est un oméga-6, donc c'est précurseur de prostaglandine pro-inflammatoire. Et si on mettait de l'huile de colza ou de l'huile de cameline, de l'huile de lin, on générerait des prostaglandines anti-inflammatoires, ce qui est plus intéressant. Vous avez, beaucoup de personnes ne mangent pas assez de végétaux. Les végétaux, d'une manière générale, les fruits, les légumes sont riches en substances anti-inflammatoires. Les polyphénols sont anti-inflammatoires. Si vous faites une bonne vinaigrette avec de l'huile de colza et qu'au lieu de mettre du sel, vous mettez des épices, du curcuma, du gingembre, de la poudre de clou de girofle, c'est tout ça qui s'accumule. Et sur une journée, on peut arriver à avoir pas mal de substances qui aident le corps à générer moins d'inflammation. Donc ça, c'est une des premières approches qu'on fait avec le patient. La deuxième, comme on l'a dit, il y a une imprégnation œstrogénique plus importante et on peut aussi, par l'alimentation, moduler cette imprégnation œstrogénique parce qu'on a le foie, si vous voulez, donc quand les ovaires fabriquent les œstrogènes, ils sont modulés au niveau hépatique vers des voies plus œstrogéniques ou moins œstrogéniques. Et chez certaines patientes, elles métabolisent ces œstrogènes en des œstrogènes encore plus œstrogéniques. Donc, ce n'est pas ce qui est intéressant. C'est générateur d'ailleurs notamment de cancer du sein, c'est génotoxique. Et on peut moduler des voies
génoprotectrice, hein, une molécule qu'on appelle le 2-méthoxyestrone, qui est une molécule très protectrice et moins œstrogénique. Et ben, dans l'alimentation, et ça on a pas mal de publications scientifiques, on monte, et c'est pour ça on sait maintenant pourquoi les crucifères, hein, tous les choux, les brocolis sont anti-cancer du sein, mais s'ils sont anti-cancer du sein, ils sont aussi protecteurs au niveau de l'endométriose, puisqu'ils modulent une voie moins œstrogénique. Donc on donne des conseils par rapport à l'alimentation anti-inflammatoire. On essaie de moduler les œstrogènes en favorisant notamment les crucifères, mais il y a aussi les graines de lin, parce qu'il y a des lignanes dedans qui favorisent la voie des 2OH, si vous voulez. Et la troisième partie, c'est vraiment diminuer les perturbateurs endocriniens. Et donc ça, c'est dans la cuisine, c'est concrètement, ben voilà, on ne va pas mettre, j'ai encore une patiente tout à l'heure, ben, elle réchauffe son plat à midi, c'est bien, un bon repas complet, mais elle mettait son contenant en plastique au micro-ondes. Et mettre un contenant en plastique au micro-ondes en contact avec des substances grasses, elle avait fait des légumes à l'huile d'olive, donc c'est sain, mais elle empoisonnait quelque part, elle s'empoisonnait parce que ces perturbateurs endocriniens, ces phtalates qui se retrouvent dans le plastique, vont migrer avec la chaleur plus le gras, parce que ce sont des substances liposolubles, donc elles adorent le gras, ça se mettait dans son aliment. Donc voilà, il y a des règles qui ne sont pas compliquées, le tout c'est de le savoir, on n'achète jamais une bouteille d'huile dans du plastique. Ça, voilà, la bouteille d'eau en plastique, ce n'est pas terrible, ce n'est pas écologique, mais c'est moins dangereux parce que l'eau, ce n'est pas gras. Par contre, l'huile, c'est gras et les perturbateurs endocriniens dont on a parlé, ils adorent le gras. Donc ce n'est pas des choses qui changent la vie, mais le tout c'est de le savoir. Donc on travaille vraiment sur ces 3 points-là. Et après quelques mois, ben, on voit, voilà, c'est co-thérapeutique naturellement, hein, on voit que ça peut aider. Oui. Ça veut dire que l'alimentation peut, selon vous, soulager la douleur des femmes qui souffrent d'endométriose? Oui, oui, oui. Et en préparant l'émission, justement, j'ai un peu regardé les études pour voir ce qu'il y avait, certains nutriments. Et par exemple, j'ai vu une étude de l'école épidémiologique d'Harvard, qu'ils ont fait une étude sur 70 000 infirmières et elles ont vu celles qui étaient dans le quartile supérieur, qui avaient un taux de vitamine D plus important, avaient moins d'endométriose. Et la vitamine D est reconnue maintenant comme aussi une substance anti-inflammatoire. On a vu aussi des dames qui ne manquaient pas de magnésium, et ça, beaucoup de personnes, beaucoup de dames manquent de magnésium. Et le magnésium a un effet antidouleur, c'est-à-dire c'est beaucoup utilisé aussi en clinique de la douleur. Ça améliore l'énergie aussi, ça diminue la fatigue, ça améliore le sommeil. Et c'est aussi, il y a une étude aussi je lisais qui montrait que ça diminuait la CRP, donc c'est une protéine inflammatoire, plus le magnésium est élevé. Donc ce n'est pas qu'une chose, mais quand on diminue les perturbateurs endocriniens, qu'on prend peut-être un complément alimentaire comme la vitamine D, parce que ben, là, c'est essentiel en tous les cas en hiver, plus un peu de magnésium, plus une alimentation anti-inflammatoire, ben ça, oui, je suis convaincu et je le constate chez mes patientes, il y a une amélioration. Monsieur Van Vleudorp, très concrètement, quels aliments il faut privilégier en fait? Alors, voilà, je dis souvent à mes patientes, il ne faut pas manger moins gras, il faut manger mieux gras. Parce que les graisses, si vous voulez, sont essentielles justement pour favoriser ces substances anti-inflammatoires. Donc le choix des graisses est très, très, très important. Et ça, il y a des études qui ont montré que des femmes qui consommaient beaucoup plus de graisses trans, donc ce sont des graisses qu'on retrouve beaucoup dans les produits ultra transformés, celles-là, il faut vraiment les éviter. Diminuer tout ce qui est graisse saturée, donc le beurre, le saindoux, trop de fromage et tout ça, ben voilà, un petit peu ça va, mais il faudrait privilégier plus les huiles qu'on appelle monoinsaturées, polyinsaturées, et une qui est très intéressante, et ça je suis content parce que beaucoup de gens, on sait bien qu'en Belgique, en Wallonie, on aime bien le beurre, mais voilà, on se tourne de plus en plus à l'huile d'olive, et ça c'est très bien, même au restaurant, je suis content, ils mettent des fois des petites coupoles d'huile d'olive à la place du beurre. Donc l'huile d'olive est excellente parce que dans l'huile d'olive, vous avez un polyphénol qu'on appelle l'hydroxytyrosol, que les cardiologues connaissent aussi très bien parce que c'est une substance qui est anti-inflammatoire. Donc c'est un polyphénol très intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre une huile d'olive de première pression à froid, encore bien verte, pour avoir justement ce polyphénol. Et ça, vous arrosez vos repas avec ça. Vous pouvez même un peu la cuire, mais sans la faire fumer. Donc déjà une bonne huile d'olive dans une bouteille en verre. Et on peut, dans les préparations froides, ajouter de l'huile de colza.
Donc ça, c'est pour les huiles. Consommer, quand on a faim, des encas, des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, ça, c'est bourré de bonnes choses, c'est facile. Comme encas, ça, c'est... consommer beaucoup de fruits, de légumes pour encore apporter ces substances anti-inflammatoires. Et alors, privilégier les petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs. Éviter les poissons prédateurs parce qu'ils sont bourrés maintenant aussi de perturbateurs endocriniens parce que voilà, la mer est de plus en plus polluée. Donc, je ne sais pas si encore je pourrais conseiller à mes patientes de consommer encore longtemps du poisson, mais ici, je garde encore les sardines, le maquereau et le hareng, voilà, parce qu'il y a des acides gras oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Et les épices aussi, très, très importantes. Et ça, je pense qu'en Belgique, on a l'habitude de mettre du sel et du poivre. Au restaurant, on ne voit que ça au milieu des tables. Et quand on voit les pays du Maghreb, ils consomment beaucoup plus d'épices. Ils utilisent moins de sel. Et dans les épices, il y a vraiment des vertus énormes. Le curcuma est très connu et beaucoup utilisé d'ailleurs des médecins de plus en plus parce que ça a été prouvé. Il y a vraiment des effets anti-inflammatoires du curcuma. Donc on peut le prendre en complément, mais aussi on peut le mettre dans l'assiette. Et moi, je fais faire à mes patientes un mélange. Je leur dis de prendre 2 tiers de curcuma, 1 tiers de gingembre en poudre et une cuillère à café de poudre de clou de girofle. Et elles font ce mélange-là. Et je leur dis, chaque fois que tu cuisines, tu mets ça, tu mets ton huile d'olive et tu mets une cuillère à café de ce mélange-là. Et là, on arrive, et on peut arriver à des effets sur la douleur, mais des fois, on est un peu timide et on dit, je vais manger un petit peu plus de légumes, peut-être un peu moins de viande rouge, voilà. Mais si on veut vraiment avoir des effets sur la douleur, il faut vraiment y aller quand même avec des dosages plus importants. Ce n'est pas une cuillère à café d'huile de colza, c'est 2-3 cuillères à soupe tous les jours. C'est une cuillère à café de curcuma. Et là, voilà, il faut apprendre, il faut apporter des recettes aussi à nos patients pour intégrer tout ça. Mais voilà, c'est les aliments les plus importants. Professeur Nisol, vous, en tant que médecin, vous en pensez quoi ? Je pense que tous les conseils que nous avons entendus sont bons pour la santé en général. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais conseils. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Godin ? Moi, je suis assez du même avis, mais donc je pense que l'endométriose doit être prise en charge en abordant tous les aspects. Donc, il y a la partie médicale, donc chirurgicale, puis il y a les traitements préventifs, et puis il y a donc la nutrithérapie, et puis après ça, quand ça ne fonctionne pas, donc même quand ça fonctionne, il y a de la prise en charge par les kinés, donc puis il y a la prise en charge sexologique qui est très importante pour la rééducation au rapport sexuel. Donc on ne peut pas négliger une partie de la prise en charge. Une partie des aspects au détriment d'une autre, sinon on va droit dans le mur. Voilà, alors on va bientôt devoir conclure cette émission, mais avant de conclure, j'aimerais bien faire un petit tour de table et vous demander chacun ce que vous auriez envie de dire avant de terminer cette émission. Je commence par vous, Monsieur Van Vlodorp. Comme je l'ai dit, c'est de se dire que pour aller mieux, mais je pense que ce soit l'endométriose ou la plupart des pathologies, que ce soit un cancer, une maladie cardiovasculaire, les causes sont toujours plurifactorielles, que ce soit notre environnement, ce qu'on respire, ce qu'on mange, les cosmétiques que l'on met, les produits d'entretien, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Donc je pense que c'est ça, et l'humain aime bien trouver la cause, c'est ce médicament-là qui va me traiter tout ça, et c'est des fois compliqué de se dire, ok, je vais devoir toucher un petit peu à tout. Mais je pense que c'est ça qui peut donner justement, améliorer l'état de la personne. Et je pense que voilà, c'est pas la panacée, l'alimentation, c'est un facteur parmi d'autres, mais je pense qu'il ne faut pas le négliger parce que ma petite expérience a montré quand même qu'ils allaient mieux en co-traitement naturellement avec le traitement hormonal, la chirurgie. Voilà, je pense que c'est une piste parmi d'autres, mais et voilà, il y a quand même de plus en plus, il n'y en a pas énormément, mais j'ai trouvé quand même quelques publications scientifiques sur la vitamine D, j'ai trouvé le magnésium, les graisses trans, les oméga 3 qui favorisaient. Donc voilà, je pense que c'est intéressant en tous les cas de s'y intéresser. Et si ça n'améliore pas forcément la douleur, je veux dire, bien manger maintenant, ça ne sert pas qu'à maintenir une belle silhouette, ça a vraiment un impact sur notre santé à long terme, sur la vitesse de vieillissement. Donc je pense que c'est toujours un bon investissement. Michèle Nisol, un petit mot de conclusion. Donc moi je dirais favoriser un diagnostic précoce, favoriser donc les consultations chez des gynécologues qui sont à l'écoute
et qui permettront une mise au point et finalement un traitement adapté, qu'il soit médical, médico-chirurgical ou associé à une alimentation adaptée. Je pense qu'il faut vraiment des centres de référence qui permettront la prise en charge optimale. Laura Lequeux, quel message vous auriez envie de faire passer? Alors moi, j'ai envie de dire qu'il faut croire en son corps, on n'en a qu'un, on le connaît mieux que personne, mieux que beaucoup de médecins, et qu'il ne faut pas s'arrêter à un avis. Ce n'est pas parce qu'un médecin va dire qu'on n'a rien, qu'on est trop douillette, qu'il faut s'arrêter. Il ne faut vraiment pas avoir peur de chercher, d'aller frapper à plusieurs portes, de se renseigner soi-même, et il faut se battre, il ne faut pas abandonner, c'est important, et vraiment il faut se battre. Docteur Gaudin? Oui, moi je ne peux que rebondir sur ce qui vient d'être dit. Et donc, je pense que les patients doivent nous aider à les soigner. Et donc, elles doivent consulter, reconsulter. Donc, si elles sentent dans leur corps qu'il y a de l'endométriose, donc parce que c'est elles qui généralement le savent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis alors, je ne peux remercier que donc la province d'avoir initié cette campagne de prévention. Et je ne peux que les encourager à nous soutenir et à nous aider à faire reconnaître nos centres de prise en charge comme des centres vraiment qui ont une valeur apportée, et nous aider à trouver des financements pour pouvoir continuer à travailler et continuer à aider des patientes comme on essaie de le faire depuis quelques années. Voilà, un message adressé à nos hommes et femmes politiques. C'est tout ça qui va clôturer notre émission. Merci de tout cœur d'avoir été avec nous. J'espère qu'en 2 heures, on a pu répondre un maximum à toutes vos interrogations. J'aimerais vraiment remercier chaleureusement tous nos invités d'avoir répondu présents. Monsieur Van Vlodorp, professeur Nisol, Monsieur Gaudin, Laura Lequeux, un tout grand merci d'avoir été avec nous ce soir.